Bon, alors aujourd'hui, je voudrais partir de ce que vous avez expliqué au cours des dernières semaines, remonter un petit peu vers ce qui m'avait servi de point de départ au début de l'année. La dernière fois, j'avais essayé de vous montrer comment chez les néolibéraux américains, on trouvait une application, ou en tout cas une tentative d'application de l'analyse économique, de l'analyse économiste à une série d'objets, de domaines, de comportements ou de conduites qui n'étaient pas les comportements ou les conduites de marché. Tentative par exemple d'appliquer l'analyse économiste au mariage, à l'éducation des enfants, à la criminalité, etc. Ce qui pose bien entendu un problème à la fois de théorie et de méthode, le problème de la légitimité de l'application d'un pareil modèle économique, problème pratique de la valeur heuristique de ce modèle, etc. Bon. Tous ces problèmes, si vous voulez, tournent autour d'un thème ou d'une notion. Ce thème, cette notion, c'est bien entendu l'homo economicus, l'homme économique. Dans quelle mesure est-il légitime et dans quelle mesure est-il fécond d'appliquer la grille, le schéma et le modèle de l'homo economicus à tout acteur non seulement économique, mais social en général, à tout acteur social, en tant par exemple qu'il se marie, en tant qu'il commet un crime, en tant qu'il élève des enfants, en tant qu'il donne de l'affection et qu'il passe du temps avec ses gosses, etc. Bon. Validité donc et applicabilité de cette notion, de cette grille de l'homo economicus. En fait, cette discussion, ce problème de l'application de l'homo economicus est maintenant devenu un des classiques, si vous voulez, de la discussion néolibérale aux États-Unis. Le background de cette analyse, vous la trouverez, si vous voulez, le texte princeps, c'est le livre de von Mises qui s'appelle Human Action. Et vous trouverez autour surtout des années 1960-70, dans cette décennie-là, et surtout en 1962, toute une série d'articles dans le Journal of Political Economy, des articles de Becker, de Kirchner, etc. Bon. Ce problème de l'homo economicus et de son applicabilité me paraît intéressant parce que dans cette généralisation de la grille homo economicus à des domaines qui ne sont pas immédiatement et directement économique, eh bien, dans cette application, je crois qu'il y a des enjeux importants. Les enjeux importants, ou l'enjeu, si vous voulez, le plus important, c'est sans doute le problème de l'identification de l'objet de l'analyse économique avec toute conduite, quelle qu'elle soit, qui impliquerait, bien sûr, une allocation optimale de ressources rares à des fins alternatives, ce qui est, si vous voulez, la définition la plus générale de l'analyse, de l'objet de l'analyse économique telle qu'elle a été définie en gros avec l'école néoclassique. Mais derrière cette identification de l'objet de l'analyse économique avec ses conduites, donc qui implique une allocation optimale de ressources à des fins alternatives, on trouve la possibilité d'une généralisation de l'objet économique, la généralisation jusqu'à l'implication de toute conduite qui utiliserait des moyens limités à une fin parmi d'autres fins. Et finalement, on en arrive à ceci, que peut-être l'objet de l'analyse économique doit être identifié à toute conduite finalisée qui implique, en gros, un choix stratégique de moyens, de voies et d'instruments. En somme, identification de l'objet de l'analyse économique avec toute conduite rationnelle. Est-ce qu'après tout, l'économie, ce n'est pas l'analyse des conduites rationnelles, et est-ce que toute conduite rationnelle, quelle qu'elle soit, ne relèverait pas de quelque chose comme une analyse économique? Et après tout, conduite rationnelle comme celle qui consiste à tenir un raisonnement formel, est-ce que ce n'est pas une conduite économique au sens où on vient de la définir, c'est-à-dire allocation optimale de ressources rares à des fins alternatives, puisque un raisonnement formel, ça consiste en ceci, que l'on dispose d'un certain nombre de ressources qui sont des ressources rares. Ces ressources rares, eh bien, ça va être un système symbolique, ça va être un jeu d'axiomes, ça va être un certain nombre de règles de construction, et pas toute règle de construction, et pas n'importe quel système symbolique, simplement quelques-uns, ressources rares que l'on va utiliser optimalement à une fin
déterminée et alternative, en l'occurrence une conclusion vraie plutôt qu'une conclusion fausse, vers laquelle on essaiera d'aller par la meilleure allocation possible de ces ressources rares. Donc, à la limite, on ne voit pas pourquoi on ne définirait pas toute conduite rationnelle, tout comportement rationnel quel qu'il soit, comme l'objet possible d'une analyse économique. À dire vrai, cette définition qui paraît déjà extrêmement extensive, cette définition n'est pas encore la seule. Et quelqu'un comme Becker, le plus radicaux, si vous voulez, des néolibéraux américains, quelqu'un comme Becker dit que ce n'est pas encore suffisant. Et qu'après tout, l'objet de l'analyse économique peut s'étendre même au-delà des conduites rationnelles définies et entendues, comme je viens de le dire, et que les lois économiques et l'analyse économique peuvent s'appliquer parfaitement à des conduites non rationnelles, c'est-à-dire à des conduites qui ne cherchent pas du tout, qui ne cherchent pas seulement, en tout cas, à optimiser l'allocation de ressources rares à une fin déterminée. Becker dit, l'analyse économique, au fond, elle peut parfaitement trouver ses points d'ancrage et son efficacité, si seulement la conduite répond, d'un individu répond à ceci, à cette clause, c'est que la réaction de cette conduite ne sera pas aléatoire par rapport au réel, c'est-à-dire toute conduite qui va répondre de façon systématique à des modifications dans les variables du milieu, toute conduite ainsi définie doit pouvoir relever d'une analyse économique. Autrement dit, toute conduite, comme dit Becker, qui accepte la réalité. L'homo economicus, c'est celui qui accepte la réalité. La conduite rationnelle, c'est toute conduite qui est sensible à des modifications dans les variables, qui est sensible à des modifications des variables du milieu et qui y répond de façon non aléatoire, de façon donc systématique. Et l'économie va donc pouvoir se définir comme la science de la systématicité des réponses aux variables du milieu. Définition, si vous voulez, colossale, que les économistes, bien sûr, sont loin d'endosser, mais qui présente un certain nombre d'intérêts. Un intérêt, si vous voulez, pratique, dans la mesure où quand vous définissez l'objet de l'analyse économique comme systématicité des réponses ou ensemble des réponses systématiques d'un individu donné aux variables du milieu, vous voyez que vous pouvez parfaitement intégrer à l'économie eh bien toute une série de techniques, de ces techniques qui sont précisément en cours et en vogue actuellement aux États-Unis et qu'on appelle les techniques comportementales. Toutes ces méthodes dont les formes les plus pures, les plus rigoureuses, les plus strictes ou les plus aberrantes, comme vous voudrez, vous les trouvez chez Skinner, et qui consistent précisément, non pas du tout à faire l'analyse de l'intérieur de la signification des conduites, mais simplement de savoir comment un jeu donné de stimulus va pouvoir, par des mécanismes dits de renforcement, entraîner des réponses dont la systématicité pourra être notée, et à partir de laquelle on pourra introduire d'autres variables de comportement. Toutes ces techniques comportementales montrent bien comment, de fait, la psychologie, entendue de cette manière-là, peut parfaitement rentrer dans la définition de l'économie telle que la donne Becker. Sur ces techniques comportementales, il y a un peu de littérature en France. Lisez dans le dernier livre de Castel sur... comment ça s'appelle ? La société psychiatrique avancée, vous avez un chapitre sur les techniques comportementales et vous verrez comment c'est très exactement la mise en œuvre à l'intérieur d'une situation donnée, en l'occurrence un hôpital ou une clinique psychiatrique, de méthodes qui sont à la fois des méthodes expérimentales et des méthodes se référant ou impliquant, si vous voulez, une analyse proprement économiste du comportement. Moi, je voudrais insister aujourd'hui plutôt sur un autre aspect. C'est que cette définition que donne Becker, qui encore une fois n'est pas la définition reconnue par la moyenne ni même la majorité des économistes, loin de là. Cette définition permet tout de même, malgré son caractère isolé, de pointer un certain paradoxe. Parce qu'au fond, l'homo economicus, tel qu'il apparaît au XVIIIe siècle, j'y reviendrai tout à l'heure, cet homo economicus, tel qu'il apparaissait à ce moment-là, fonctionnait au fond comme ce qu'on pourrait appeler un élément intangible
par rapport à l'exercice du pouvoir. L'homo economicus, c'est celui qui obéit à son intérêt, c'est celui dont l'intérêt est tel que spontanément il va converger avec l'intérêt des autres, etc. L'homo economicus, c'est, si vous voulez, du point de vue d'une théorie du gouvernement, celui auquel il ne faut pas toucher. L'homo economicus, on le laisse faire. C'est le sujet ou l'objet, si vous voulez, du laisser-faire. C'est le partenaire, en tout cas, d'un gouvernement dont la règle, c'est le laisser-faire. Et voilà que maintenant, dans cette définition de Becker telle que je vous l'ai donnée, l'homo economicus, c'est-à-dire celui qui accepte la réalité, ou qui répond systématiquement aux modifications dans les variables du milieu, eh bien, cet homo economicus, il apparaît justement comme ce qui est maniable. Celui qui va répondre systématiquement à des modifications systématiques que l'on introduira artificiellement dans le milieu. L'homo economicus, c'est celui qui est éminemment gouvernable. De partenaire intangible du laisser-faire, l'homo economicus apparaît maintenant comme le corrélatif d'une gouvernementalité qui va agir sur le milieu et modifier systématiquement les variables du milieu. Bon, eh bien, je crois que ce paradoxe permet de repérer le problème dont je voudrais un petit peu vous parler, et qui est précisément celui-ci. Est-ce que, avec l'homo economicus, il s'est agi depuis le XVIIIe siècle de dresser devant tout gouvernement possible un élément qui lui serait essentiellement et inconditionnellement irréductible? Est-ce qu'il s'agit, en définissant l'homo economicus, d'indiquer quelle est la plage qui sera définitivement inaccessible à toute action du gouvernement? Est-ce que l'homo economicus, c'est un atome de liberté en face de toutes les conditions, de toutes les entreprises, de toutes les législations, de tous les interdits d'un gouvernement possible? Ou est-ce que l'homo economicus n'était pas déjà, par rapport à un art de gouverner, un certain type de sujet qui permettait justement à un art de gouverner de s'articuler et de se régler selon le principe de l'économie. De l'économie dans les deux sens du mot, économie au sens d'économie politique et économie au sens de restriction, autolimitation, frugalité du gouvernement. Bon, pas besoin de vous dire que la seule façon de poser, la manière que j'ai de poser cette question vous donne aussitôt la réponse. Bon, mais c'est donc ça que dont je voudrais vous parler, c'est-à-dire l'homo economicus comme partenaire comme vis-à-vis, comme élément de base de la nouvelle raison gouvernementale telle qu'elle se formule au XVIIIe siècle. Bon. En fait, il n'y a pas ni de théorie, à vrai dire, de l'homo economicus, ni même d'histoire de cette notion. Disons qu'il faut pratiquement attendre ce qu'on appelle les néoclassiques, enfin en gros Walras et Pareto, pour voir émerger d'une façon à peu près claire ce qu'on entend par homo economicus. En fait, avant Walras et Pareto, et c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui, avant Walras et Pareto, il y a déjà une mise en œuvre de cette notion d'homo economicus, même si la conceptualisation n'en est pas faite de manière bien rigoureuse. Comment est-ce qu'on peut prendre ce problème de l'homo economicus et de son apparition? Bon, à la fois pour simplifier d'une façon un petit peu arbitraire, je partirai comme d'un donné de l'empirisme anglais et de la théorie du sujet qui se trouve effectivement mise en œuvre dans la philosophie empirique anglaise, considérant, encore une fois, je fais là un découpage un peu arbitraire, considérant que dans cette théorie du sujet telle qu'on trouve dans l'empirisme anglais, il y a vraisemblablement une des mutations, une des transformations théoriques les plus importantes qu'il y ait eu dans la pensée occidentale depuis le Moyen-Âge. Ce que l'empirisme anglais, disons ce qui apparaît en gros avec Locke, etc., ce que l'empirisme anglais apporte ou définit, et sans doute pour la première fois dans la philosophie occidentale, c'est un sujet. Un sujet qui n'est pas tellement défini ni par sa liberté, ni par l'opposition de l'âme et du corps, ni par la présence d'un foyer noyau de concupiscence plus ou moins marqué par la chute ou le péché. Mais le sujet apparaît comme sujet de choix individuel à la fois
irréductible et intransmissible. Qu'est-ce que ça veut dire? Sujet de choix individuel irréductible et intransmissible, irréductible. Bon, je vais prendre un exemple très simple, c'est celui si souvent cité de Hume, qui dit ceci, quand on fait l'analyse des choix d'un individu, quand on se demande pourquoi il fait telle et telle chose plutôt que telle et telle autre, quel type de question est-ce qu'on peut poser et à quel élément irréductible est-ce que l'on peut arriver? Bien dit-il, si on demande à quelqu'un pourquoi est-ce que tu prends l'exercice, il va répondre je prends l'exercice parce que je désire la santé. Bon, on va lui demander pourquoi est-ce que tu désires la santé, et il va répondre bien parce que je préfère la santé à la maladie. Bon, on va lui demander à ce moment-là pourquoi est-ce que tu préfères la santé à la maladie, et bien il va te répondre parce que la maladie est pénible et que je ne veux pas par conséquent de maladie. Et si on lui demande pourquoi est-ce que la maladie est pénible, à ce moment-là, il se trouvera en droit de ne pas répondre, car la question n'a pas de sens. Le caractère pénible ou non pénible de la chose constitue en elle-même une raison de choix au-delà de laquelle on ne peut pas aller. Le choix du pénible et du non pénible, ou le choix entre le pénible et le non pénible, constitue un irréductible qui ne renvoie à aucun jugement, qui ne renvoie à aucun raisonnement ou calcul. C'est une sorte de butée régressive dans l'analyse. Bon. Deuxièmement, ce type de choix est un choix intransmissible. Je dis intransmissible, non pas en ce sens qu'on ne pourrait pas, à partir de là, substituer un choix à un autre. On pourrait parfaitement dire que si on préfère la maladie si on préfère la santé à la maladie, on peut aussi bien préférer la maladie à la mort, et à ce moment-là choisir la maladie. Il est évident aussi qu'on peut parfaitement dire, eh bien, je préfère moi être malade et qu'un autre ne le soit pas. Bon, mais de toute façon, cette substitution d'un choix à un autre, cette substitution, elle se fera à partir de quoi? À partir de ma préférence à moi, et à partir du fait que je trouverais plus pénible, par exemple, de savoir qu'un autre est malade que de l'être moi-même. Et de toute façon, ça sera bien mon sentiment à moi, de peine ou de non-peine, de pénible et d'agréable, qui va finalement être le principe de mon choix. C'est le fameux aphorisme de Hume qui dit « Lorsque on me donne à choisir entre la coupure de mon petit doigt et la mort d'un autre, rien après tout ne peut me forcer à considérer, même si on me force à me laisser couper mon petit doigt, mais rien en tout cas ne peut me forcer à considérer que la mort d'un autre doit être, que la coupure de mon petit doigt plutôt doit être préférée à la mort d'un autre. » Bon. C'est donc des choix irréductibles et c'est donc des choix qui sont intransmissibles par rapport au sujet. Ce principe d'un choix individuel, irréductible, intransmissible, ce principe d'un choix atomistique et référé et inconditionnellement référé au sujet lui-même, c'est cela que l'on appelle l'intérêt. Je crois que ce qui est caractéristique de cette philosophie fondamentale, dans cette philosophie empirique anglaise, que je traite là de façon tout à fait en survol, n'est-ce pas, je crois que ce qu'il y a d'important, c'est qu'il fait apparaître quelque chose qui n'existait absolument pas, c'est l'idée d'un sujet d'intérêt. Je veux dire, un sujet comme principe d'intérêt, comme point de départ d'un intérêt, ou lieu d'une mécanique des intérêts. Bon, bien sûr, toute une série de discussions sur la mécanique même de cet intérêt, de ce qui peut le déclencher. Est-ce que c'est la conservation de soi? Est-ce que c'est le corps ou l'âme? Est-ce que c'est la sympathie? Enfin, peu importe. L'important, c'est que l'intérêt apparaît, et ceci pour la première fois, il apparaît comme une forme de volonté à la fois immédiate et absolument subjective. Bon. Alors, je crois que le problème est ce qui va enclencher, si vous voulez, toute la problématique de l'homo economicus. C'est de savoir si ce sujet de l'intérêt, ainsi défini, si cette forme de volonté que l'on appelle intérêt, peut être considérée comme de même type que la volonté juridique, ou si elle peut être considérée comme articulable sur elle. Au premier regard, on peut dire que l'intérêt et la volonté juridique sont, sinon tout à fait
assimilable, du moins parfaitement conciliable. Et c'est en effet ce qu'on voit fin XVIIe, tout au long du XVIIIe siècle, jusqu'à un juriste comme Blackstone dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, une espèce de mélange de l'analyse juridique et de l'analyse en termes d'intérêt. Par exemple, quand Blackstone pose le problème du contrat primitif, du contrat social, il dit pourquoi est-ce que les individus ont contracté? Ils ont contracté parce qu'il y avait intérêt, chaque individu a ses intérêts, mais voilà que dans l'état de nature et avant le contrat, ces intérêts sont menacés, donc pour sauvegarder quelques-uns au moins de leurs intérêts, ils sont obligés d'en sacrifier certains autres. On va sacrifier l'immédiat à ce qui est plus important et éventuellement différé. Bref, l'intérêt apparaît là comme un principe empirique de contrat. Et la volonté juridique qui se forme alors, le sujet de droit qui se constitue à travers le contrat, c'est au fond le sujet de l'intérêt, mais le sujet de l'intérêt en quelque sorte épuré, devenu calculateur, rationalisé, etc. Or, à cette analyse un peu laxiste, si vous voulez, où volonté juridique et intérêt se mêlent et s'entrelacent, s'engendrant l'un l'autre, Hume fait remarquer que ça ne va pas comme ça, et que ça n'est pas si simple. Parce que, dit Hume, c'est très bien. Bon, vous contractez, et vous contractez pourquoi? Par intérêt. Vous contractez par intérêt parce que vous vous apercevez que si vous êtes seul et si vous n'avez pas un lien avec les autres, eh bien vos intérêts vont être lésés. Parfait. Bon. Mais une fois que vous avez contracté, pourquoi est-ce que vous respectez le contrat? Les juristes disent, et Blackstone en particulier disait à peu près à cette époque-là, les juristes disent, eh bien on respecte le contrat parce qu'une fois que les individus sujets d'intérêt ont reconnu qu'il était intéressant de contracter, le contrat constitue une sorte, et l'obligation du contrat constitue une sorte de transcendance par rapport auquel le sujet se trouve en quelque sorte soumis et contraint, de sorte que, devenu sujet de droit, il va obéir au contrat. Ce à quoi Hume répond, mais ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout parce que, en fait, si l'on obéit au contrat, ce n'est pas parce que c'est un contrat, ce n'est pas parce que l'obligation du contrat vous saisit, ou en d'autres termes, ce n'est pas parce que vous êtes brusquement devenu sujet de droit, cessant d'être sujet d'intérêt. Si vous continuez à respecter le contrat, si vous tenez simplement le raisonnement suivant, le commerce avec nos semblables, dont nous retirons de si grands avantages, n'aurait aucune sûreté si nous ne respections pas nos engagements. C'est-à-dire que si l'on respecte le contrat, ce n'est pas parce qu'il y a contrat, mais c'est parce qu'il y a intérêt à ce qu'il y ait contrat. C'est-à-dire que l'apparition et l'émergence du contrat n'a pas substitué un sujet de droit au sujet d'intérêt. Il a, dans un calcul d'intérêt, constituer une forme, constituer un élément qui va continuer jusqu'au bout à présenter un certain intérêt. Et si d'ailleurs il ne présente plus d'intérêt, rien ne peut m'obliger à continuer à obéir au contrat. Donc, intérêt et volonté juridique ne se relaient pas. Le sujet de droit ne vient pas prendre place dans le sujet d'intérêt. Le sujet d'intérêt, il reste, il subsiste. Et il continue jusqu'au moment où il y a structure juridique, jusqu'au moment où il y a contrat, juste pendant tout le temps où la loi existe, le sujet d'intérêt continue à exister, il déborde en permanence le sujet de droit. Il est donc irréductible au sujet de droit, il n'est pas absorbé par lui. Il le déborde, il l'entoure, il en est la condition de fonctionnement en permanence. Première chose. Donc, par rapport à la volonté juridique, l'intérêt constitue un irréductible. Deuxièmement, le sujet de droit et le sujet d'intérêt n'obéissent absolument pas à la même logique. Parce que, qu'est-ce qui caractérise le sujet de droit? C'est qu'il a au départ des droits naturels, bien sûr. Mais il devient sujet de droit dans un système positif lorsque ces droits naturels, il a accepté au moins le principe de les céder. Il a accepté au moins le principe d'y renoncer. Il a souscrit à une limitation
de ces droits. Il a accepté le principe du transfert, c'est-à-dire que le sujet de droit est par définition un sujet qui accepte la négativité, qui accepte la renonciation à soi-même, qui accepte en quelque sorte de se scinder et d'être à un certain niveau détenteur d'un certain nombre de droits naturels et immédiats, et à un certain autre niveau, celui qui renonce qui accepte plutôt le principe d'y renoncer, et qui va par là se constituer comme un autre sujet de droit superposé au premier. Le partage du sujet, l'existence d'une transcendance du second sujet par rapport au premier, un rapport de négativité, de renonciation, de limitation entre l'un et l'autre, c'est cela qui va caractériser, si vous voulez, la dialectique ou la mécanique du sujet de droit, et c'est là, dans ce mouvement, qu'émergent la loi et l'interdit. En revanche, et c'est là où l'analyse des économistes va rejoindre et donner une sorte de contenu empirique à ce thème du sujet d'intérêt, en revanche, le sujet d'intérêt, lui, il n'obéit pas du tout à la même mécanique. Ce qu'a montré l'analyse du marché, par exemple, ce qu'ont fait apparaître soit les physiocrates en France, soit les économistes anglais, soit même des théoriciens comme Mandeville, c'est qu'au fond, dans la mécanique des intérêts, on ne demande jamais à un individu de renoncer à son intérêt. Soit par exemple ce qui se passe pour le marché des grains, vous vous souvenez, on en avait parlé la dernière fois, soit une récolte abondante dans un pays et une disette dans l'autre. La législation habituellement mise en place dans la plupart des pays interdisait que l'on exporte indéfiniment du blé du pays riche au pays en disette, pour qu'une disette ne se crée pas dans le pays qui avait des disponibilités. Donc, ce à quoi les économistes disent, absurdité. Laissez donc la mécanique des intérêts jouer, laissez les vendeurs de grains précipiter leurs marchandises dans les pays où il y a disette, où le grain est cher, où ils le vendent facilement, et vous verrez, plus ils suivront leur intérêt, plus les choses iront bien, mieux plutôt iront les choses, et vous aurez un profit général qui va se constituer à partir même de la maximisation de l'intérêt de chacun. Non seulement chacun peut suivre son propre intérêt, mais il faut que chacun suive son propre intérêt, qu'il le suive jusqu'au bout en cherchant à le pousser à son maximum, et c'est à ce moment-là que l'on va trouver les éléments à partir de quoi l'intérêt des autres non seulement sera préservé, mais se trouvera par là même majoré. On a donc, avec le sujet d'intérêt, tel que les économistes le font fonctionner, une mécanique tout à fait différente de cette dialectique du sujet de droit, puisque c'est une mécanique égoïste, c'est une mécanique immédiatement multiplicatrice, c'est une mécanique sans transcendance aucune, et c'est une mécanique où la volonté de chacun va s'accorder spontanément et comme involontairement à la volonté et à l'intérêt des autres. On est au plus loin de ce qui est la dialectique de la renonciation, de la transcendance et du lien volontaire que l'on trouve dans la théorie juridique du contrat. Le marché et le contrat fonctionnent exactement à l'inverse l'un de l'autre. Et on a en fait deux structures hétérogènes l'une à l'autre. Bon, pour résumer ceci, on pourrait dire que toute l'analyse de l'intérêt au XVIIIe siècle, qui, au premier regard, peut apparaître comme pouvant en somme se lier sans trop de mal à la théorie du contrat, eh bien, cette analyse de l'intérêt, quand on la suit d'un peu près, elle dégage en fait une problématique qui est, je crois, tout à fait nouvelle, tout à fait hétérogène aux éléments caractéristiques de la doctrine du contrat et de la doctrine du sujet de droit, et c'est en quelque sorte au point de croisement entre cette conception empirique du sujet d'intérêt et les analyses des économistes que l'on va pouvoir définir un sujet qui est sujet d'intérêt et dont l'action aura valeur à la fois multiplicatrice et bénéfique par l'intensification même
de l'intérêt, et c'est cela qui caractérise l'homo economicus. L'homo economicus, il est, je crois, au XVIIIe siècle, une figure absolument hétérogène et non superposable à ce qu'on pourrait appeler l'homo juridicus ou l'homo legalis, si vous voulez. Bon, cette hétérogénéité étant établie, je crois qu'il faut aller plus loin. Et d'abord dire ceci. Non seulement il y a une hétérogénéité formelle entre le sujet économique et le sujet de droit, pour les raisons que je viens de vous dire. Mais il me semble, et jusqu'à un certain point par voie de conséquence, qu'entre le sujet de droit et le sujet économique, il y a une différence essentielle dans le rapport qu'ils entretiennent avec le pouvoir politique, ou si vous voulez encore, la problématique de l'homme économique pose à la question du fondement du pouvoir et de l'exercice du pouvoir un tout autre type de question que ne pouvait faire la figure et l'élément de l'homme juridique, du sujet de droit. Pour comprendre ce qu'il y a de radicalement nouveau dans l'homme économique, du point de vue du problème du pouvoir et de l'exercice légitime du pouvoir, je voudrais commencer par vous citer un texte de Condorcet qui me paraît assez éclairant là-dessus. Ça se trouve dans Le Progrès de l'esprit humain à la 9e époque. Condorcet dit « Soit l'intérêt d'un individu isolé du système général des sociétés ». L'intérêt d'un individu isolé du système général des sociétés, il veut dire non pas que l'individu est isolé par rapport à la société, c'est-à-dire il ne prend pas un individu seul, il veut dire soit un individu dans la société, mais dont on envisagera son intérêt à lui et à lui seul. Eh bien, dit-il, cet intérêt proprement individuel de quelqu'un qui se trouve à l'intérieur du système général, non seulement d'une société, mais des sociétés. Eh bien, cet intérêt présente deux caractères. Premièrement, c'est un intérêt qui dépend d'une infinité de choses. L'intérêt de cet individu va dépendre d'accidents de la nature auxquels il ne peut rien et qu'il ne peut pas prévoir, ça dépend d'événements politiques plus ou moins lointains, bref, la jouissance de cet individu va se trouver liée à un cours du monde qu'il déborde et qui lui échappe de toute part. Deuxième caractère, c'est que malgré tout, et en retour, dans ce chaos apparent, on voit, dit Condorcet, on voit néanmoins, par une loi générale du monde moral, les efforts de chacun pour soi-même servir au bien de tous. Ce qui veut dire que, d'une part, chacun se trouve bien dépendant par rapport à un tout, qui est incontrôlable, qui est non spécifié, qui est le cours des choses et le cours du monde, et en quelque sorte, l'événement le plus lointain qui peut se passer sur l'autre face du globe, eh bien cet événement, il peut retentir sur mon intérêt, et à tout cela, je ne pourrai rien. La volonté de chacun, l'intérêt de chacun, et la manière dont cet intérêt est réalisé ou pas, eh bien tout cela est lié à une masse d'éléments qui échappent à tout individu. Et en même temps, l'intérêt de cet individu va produire, sans que cet individu le sache non plus, sans qu'il le veuille non plus, sans qu'il puisse non plus le contrôler, va se trouver lié à toute une série d'effets positifs qui va faire que tout ce qui est profitable pour son intérêt va se trouver profitable aux autres. Si bien que l'homme économique se trouve ainsi placé dans ce qu'on pourrait appeler un champ d'immanence indéfinie, qui le lie d'une part sous forme de la dépendance à toute une série d'accidents, et qui le lie d'autre part sous forme de la production au profit des autres, ou qui lie son profit à la production des autres. La convergence des intérêts vient ainsi doubler et recouvrir ce disparate indéfini des accidents. L'homo economicus se trouve donc ainsi placé dans ce qu'on pourrait appeler un double involontaire, l'involontaire des accidents qui lui arrivent et l'involontaire du profit qu'il produit pour les autres, sans qu'il les cherche. Il est également placé dans un double indéfini, puisque, d'une part, les accidents dont dépend son intérêt appartiennent à un domaine que l'on ne peut pas parcourir ni totaliser, et d'un autre côté, le profit qu'il va produire pour les autres en produisant le sien propre, eh bien, lui aussi est un indéfini qui n'est pas totalisable.
double involontaire, double indéfini, double non totalisable, sans que pour autant ces indéfinis, ces involontaires, ces incontrôlables, ces intotalisables disqualifient son intérêt, sans que ça disqualifie le calcul qu'il peut faire pour rejoindre au mieux son intérêt. Au contraire, ces indéfinis fondent en quelque sorte le calcul proprement individuel qu'il fait, lui donne consistance, lui donne effet, l'inscrivent dans la réalité et le lient de la meilleure façon possible avec tout le reste du monde. On a donc un système dans lequel l'homo economicus va devoir le caractère positif de son calcul à tout ce qui précisément échappe à son calcul. Bon, on arrive là bien sûr au texte qu'on ne peut pas éviter et qui est celui d'Adam Smith, le fameux texte du chapitre 2 du livre 4, dans lequel Adam Smith dit, c'est le seul texte, vous le savez, où il parle de cette fameuse chose, le seul texte dans La richesse des nations, où il parle de cela, en préférant le succès de l'industrie nationale à celui de l'industrie étrangère, il ne pense, enfin le marchand, ne pense qu'à se donner personnellement une plus grande sûreté, en dirigeant cette industrie de manière à ce que son produit ait la plus grande valeur possible. Le marchand ne pense qu'à son propre gain. En cela et en beaucoup d'autres, il est conduit par une main invisible pour remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions. Nous voilà donc au cœur de cette problématique de la main invisible, qui est, si vous voulez, le corrélatif de l'homo economicus, ou plutôt, qui est cette espèce de bizarre mécanique qui fait fonctionner l'homo economicus comme sujet d'intérêt individuel à l'intérieur d'une totalité qui lui échappe et qui pourtant fonde la rationalité de ses choix égoïstes. Qu'est-ce que c'est que cette main invisible? Bon, alors bien sûr, on a l'habitude de dire que la main invisible se réfère bien sûr dans la pensée de Smith à un optimisme économique plus ou moins réfléchi. On a l'habitude aussi de dire que dans cette main invisible, il faut voir comme le reste d'une pensée théologique de l'ordre naturel. Smith serait l'individu qui aurait plus ou moins implicitement, par cette notion de main invisible, fixé la place vide mais malgré tout secrètement occupée d'un Dieu providentiel qui habiterait le processus économique, un petit peu, si vous voulez, comme le dieu de Malebranche occupe le monde tout entier et jusqu'au moindre geste de chaque individu, par le relais d'une étendue intelligible dont il a la maîtrise absolue. La main invisible d'Adam Smith, ça serait un petit peu comme le dieu de Malebranche, dont l'étendue intelligible serait non pas peuplée de lignes de surface et de corps, mais une étendue intelligible qui serait peuplée de marchands, de marchés, de navires, de charrois, de grands chemins, etc. Bon. L'idée par conséquent qu'il y a comme une transparence essentielle dans ce monde économique et que si la totalité des processus échappe à chacun des, homines, des homo economicus, si donc la totalité échappe à chacun des hommes économiques, en revanche, il y a un point où l'ensemble est totalement transparent à une sorte de regard, le regard de quelqu'un dont la main invisible, suivant la logique de ce regard, et suivant ce que voit ce regard, noue ensemble les fils de tous ces intérêts dispersés. Donc une exigence, sinon un postulat de transparence totale du monde économique. Or, quand on lit le texte un tout petit peu plus loin, qu'est-ce que dit Adam Smith? Il dit, à propos, donc, il vient de parler de ces gens qui, sans trop savoir pourquoi ni comment, suivent leur propre intérêt, et puis finalement, ça profite à tout le monde. On ne pense qu'à son propre gain, et finalement, l'industrie tout entière en profite. Et, dit-il, les gens ne pensent qu'à leur propre gain et ne pensent pas au profit de tout le monde. Et il ajoute, ce n'est d'ailleurs pas toujours le plus mal que cette fin, à savoir le profit de tous, n'entre en rien dans cette société, dans cette préoccupation de l'agent des marchands.
ça vaut beaucoup mieux que cette fin n'entre pas dans leurs préoccupations. Je n'ai jamais vu que ceux qui aspirent dans leurs entreprises de commerce à travailler pour le bien général aient jamais fait beaucoup de bonnes choses. Il est vrai que cette belle passion n'entre pas très communément parmi les marchands. Je veux dire en gros, grâce au ciel, les gens ne se préoccupent que de leurs intérêts. Grâce au ciel, les marchands sont de parfaits égoïstes, et rares sont parmi eux ceux qui se préoccupent du bien général, car lorsqu'ils commencent à se préoccuper du bien général, c'est à ce moment-là que les choses commencent à ne pas marcher. Autrement dit, il y a donc deux éléments qui sont absolument couplés l'un à l'autre. Pour qu'il y ait certitude de profit collectif, pour qu'il soit certain que le plus grand bien soit atteint pour le plus grand nombre de gens, non seulement il est possible, mais il faut absolument que chacun des acteurs soit aveugle à cette totalité. Il doit y avoir une incertitude au niveau du résultat collectif pour chacun, de manière que ce résultat collectif positif puisse être effectivement attendu. L'obscurité, l'aveuglement sont absolument nécessaires à tous les agents économiques. Le bien collectif ne doit pas être visé, il ne doit pas être visé parce qu'il ne peut pas être calculé à l'intérieur du moins d'une stratégie économique. On est là au cœur d'un principe d'invisibilité. Autrement dit, dans cette fameuse théorie de la main invisible d'Adam Smith, on a l'habitude toujours d'insister, si vous voulez, sur le côté main, c'est-à-dire sur le fait qu'il y aurait quelque chose comme une providence qui nouerait ensemble tous ces fils dispersés. Et je crois qu'un des éléments, enfin, l'autre élément, celui de l'invisibilité, est au moins aussi important. L'invisibilité n'est pas simplement un fait qui, par suite de quelque imperfection de l'intelligence humaine, empêcherait que les gens se rendent compte qu'il y a derrière eux une main qui arrange ou qui lit ce que chacun fait par-devers lui. L'invisibilité est absolument indispensable. C'est une invisibilité qui fait qu'aucun agent économique ne doit et ne peut chercher le bien collectif. Aucun agent économique, mais il faut sans doute aller plus loin. Non seulement aucun agent économique, mais aucun agent politique. Autrement dit, le monde de l'économie doit être obscur et ne peut être obscur qu'aux souverains. Et ceci de deux façons. Une façon qu'on connaît déjà, ce n'est pas la peine d'y insister beaucoup, à savoir que puisque la mécanique économique implique que chacun suive son propre intérêt, il faut donc laisser faire chacun, il n'y a pas à intervenir pour le pouvoir politique. C'est ce que dit Adam Smith lorsqu'il écrit « L'intérêt commun exige que chacun sache entendre le sien d'intérêt et puisse y obéir et que chacun puisse y obéir sans obstacle. » On dit le pouvoir, le gouvernement ne peut pas faire obstacle au jeu des intérêts individuels. Bon, mais il faut aller plus loin. Non seulement le gouvernement ne doit pas faire obstacle à l'intérêt de chacun, mais il est impossible que le souverain puisse avoir sur le mécanisme économique un point de vue qui totalise chacun des éléments et permette de les combiner artificiellement ou volontairement. La main invisible qui combine spontanément les intérêts interdit en même temps toute forme d'intervention, bien mieux, toute forme de regard en surplomb qui permettrait de totaliser le processus économique. Sur ce point, un texte de Ferguson est très clair. Il dit, dans l'histoire des sociétés civiles, plus l'individu gagne pour son propre compte, plus il augmente la masse de sa richesse nationale. Toutes les fois que l'administration, par des raffinements profonds, porte une main agissante sur cet objet, l'administration ne fait qu'interrompre la marche des choses, multiplier les sujets de plainte. Toutes les fois que le commerçant oublie ses intérêts pour se livrer à des projets nationaux, le temps des visions et des chimères est prochain. Et Ferguson prend deux exemples, enfin plutôt prend l'exemple des établissements français et anglais en Amérique,
Et il dit, analysant le mode de colonisation français et anglais, il dit, eh bien, les Français, ils sont arrivés avec leur projet, leur administration, leur définition de ce qui serait le mieux pour leur colonie d'Amérique. Ils ont bâti de vastes projets, et ces vastes projets n'ont jamais pu être réalisés qu'en idée, et les colonies françaises d'Amérique se sont effondrées. En revanche, les Anglais, ils sont arrivés pour coloniser l'Amérique avec quoi? Avec des grands projets? Pas du tout. Avec des vues courtes. Des vues courtes, ils n'avaient aucun autre projet que le profit immédiat de chacun, ou plutôt chacun n'avait en vue que la vue courte de son propre projet. Du coup, les industries ont été actives et les établissements sont devenus florissants. L'économie, par conséquent. L'économie entendue comme pratique, mais entendue également comme type d'intervention du gouvernement, comme forme d'action de l'État ou du souverain, eh bien, l'économie ne peut avoir que la vue courte. Et s'il y avait un souverain qui prétendait avoir la vue longue, le regard global et totalisant, eh bien, ce souverain ne verrait jamais que des chimères. L'économie politique dénonce en milieu du XVIIIe siècle le paralogisme de la totalisation politique du processus économique. Et que le souverain soit, que le souverain puisse, que le souverain doive être ignorant, c'est ce que Adam Smith dit au chapitre 9, livre 4 de la richesse des nations, éclairant parfaitement ce qu'il veut dire par la main invisible et l'importance qu'il y a dans cet adjectif invisible. Smith dit ceci: tout homme, pourvu qu'il n'enfreigne pas les lois de la justice, doit pouvoir porter où il lui plaît son intérêt et son capital. Donc, principe du laisser-faire, chacun en tout cas doit suivre son intérêt. Et du coup, dit-il, d'une manière relativement hypocrite, enfin, c'est moi qui rajoute ça. Le souverain, eh bien, il ne peut s'en trouver que très bien, car le voilà débarrassé d'une charge qu'il ne saurait essayer de remplir, le soin donc de tous les processus, la surveillance de tous les processus économiques. Il se trouve débarrassé d'une charge qu'il ne pourrait essayer de remplir sans s'exposer infailliblement à se voir sans cesse trompé de mille manières. Je dis phrase hypocrite parce qu'on peut aussi bien l'entendre. Ceci, c'est que le souverain, qui est un homme seul, entouré de conseillers plus ou moins fidèles, s'il entreprenait la tâche infinie de surveiller la totalité du processus économique, se verrait sans doute trompé par des administrateurs et des ministres infidèles. Mais la phrase veut dire aussi que ce n'est pas simplement par l'infidélité de ces ministres ou la complexité d'une administration forcément incontrôlable qu'il commettrait des erreurs. Il commettrait des erreurs, en quelque sorte, pour une raison essentielle et fondamentale. Il ne pourrait pas ne pas se tromper. Et c'est d'ailleurs ce que dit la fin de la phrase, lorsque, parlant donc de cette tâche, de cette charge dont le souverain doit se trouver déchargé, la tâche de surveiller la totalité du processus économique, pour l'accomplissement convenable de cette tâche, il n'y a aucune sagesse humaine, ni aucune connaissance qui suffise. La rationalité économique se trouve non seulement entourée par, mais fondée sur l'inconnaissabilité de la totalité du processus. L'homo economicus, c'est le seul îlot de rationalité possible à l'intérieur d'un processus économique dont le caractère incontrôlable ne conteste pas, mais fonde au contraire la rationalité du comportement atomistique de l'homo economicus. Ainsi, le monde économique est par nature opaque, il est par nature intotalisable, il est originairement et définitivement constitué de points de vue dont la multiplicité est d'autant plus irréductible que cette multiplicité même assure spontanément et en fin de compte leur convergence. L'économie est une discipline athée, l'économie est une discipline sans Dieu, l'économie est une discipline sans totalité, l'économie est une discipline qui commence à manifester non seulement l'inutilité, mais l'impossibilité d'un point de vue souverain,
d'un point de vue du souverain sur la totalité de l'État qu'il a à gouverner. L'économie subtilise à la forme juridique du souverain exerçant sa souveraineté à l'intérieur d'un État, il lui subtilise ce qui est en train d'apparaître comme l'essentiel de la vie d'une société, à savoir les processus économiques. Le libéralisme, dans sa consistance moderne, a commencé lorsque précisément fut formulée cette incompatibilité essentielle entre, d'une part, la multiplicité non totalisable caractéristique des sujets d'intérêt, des sujets économiques, et d'autre part, l'unité totalisante du souverain juridique. Ce grand effort de la pensée juridico-politique au cours du XVIIIe siècle, pour montrer comment, à partir de sujets de droit individuel, sujets de droit naturel, on pouvait en arriver à la constitution d'une unité politique définie par l'existence d'un souverain, individuel ou non, peu importe, mais détenteur d'une part de la totalité de ses droits individuels et principe en même temps de la limitation de ces droits, eh bien toute cette grande problématique, elle n'est pas du tout complétée par la problématique de l'économie. La problématique de l'économie, la problématique de l'intérêt économique obéit à une toute autre configuration, à une toute autre logique, à un tout autre type de raisonnement et à une toute autre rationalité. En fait, le monde politico-juridique et le monde économique apparaissent dès le XVIIIe siècle comme des mondes hétérogènes et incompatibles. L'idée d'une science économico-juridique est rigoureusement impossible, et d'ailleurs, effectivement, elle n'a jamais été constituée. Au souverain juridique, au souverain détenteur des droits et fondateur du droit positif à partir des droits naturels des individus, au souverain, l'homo economicus, c'est quelqu'un qui peut dire « tu ne dois pas », non pas parce que moi j'ai des droits et que tu n'as pas le droit d'y toucher, ça c'est ce que dit l'homme de droit, c'est ce que dit l'homo juridicus au souverain. J'ai des droits, je t'en ai confié certains, tu ne dois pas toucher aux autres. Ou je t'ai confié mes droits pour telle et telle fin. L'homo economicus ne dit pas ça. Il dit bien aussi au souverain, tu ne dois pas. Mais il dit au souverain, tu ne dois pas, pourquoi? Tu ne dois pas parce que tu ne peux pas. Et tu ne peux pas au sens de tu es impuissant. Et pourquoi tu es impuissant? Pourquoi tu ne peux pas? Tu ne peux pas parce que tu ne sais pas. Et tu ne sais pas parce que tu ne peux pas savoir. C'est-à-dire que nous avons là un moment qui est, je crois, important, celui où l'économie politique peut se présenter comme critique de la raison gouvernementale. Critique, je l'emploie maintenant au sens propre et philosophique du terme. Après tout, Kant, un peu plus tard d'ailleurs, devait dire à l'homme qu'il ne peut pas connaître la totalité du monde. Eh bien, l'économie politique avait dit au souverain quelques années auparavant, quelques décennies auparavant, toi non plus tu ne peux pas connaître la totalité du processus économique. Il n'y a pas de souverain en économie. Il n'y a pas de souverain économique. Eh bien, je crois qu'on a là un des points tout de même très importants dans l'histoire et de la pensée économique, bien sûr, mais surtout dans l'histoire de la raison gouvernementale. L'absence, l'impossibilité d'un souverain économique, c'est ce problème-là qui va être finalement posé à travers toute l'Europe et à travers tout le monde moderne, aussi bien par les pratiques gouvernementales, les problèmes économiques, le socialisme, la planification, l'économie du bien-être, etc. Toutes les retours, toutes les récurrences de la pensée libérale et néolibérale dans l'Europe du XIXe et du XXe siècle, c'est encore toujours une certaine manière de poser le problème de cette impossibilité de l'existence d'un souverain économique. Et tout ce qui va apparaître au contraire comme planification, économie dirigée, socialisme d'État, etc., va être le problème de savoir si on ne peut pas surmonter en quelque sorte cette malédiction formulée par l'économie politique dès sa fondation, et à mon sens condition même de l'existence d'une économie politique, cette malédiction contre le souverain économique. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir, malgré tout, un point par où on puisse définir une souveraineté économique? Bon, à plus courte échelle,
et en replaçant cette disqualification du souverain politique. Donc la théorie de la main invisible me paraît être une disqualification, essentiellement pour fonction, pour rôle, la disqualification du souverain politique. Bon, alors si on la replace, non plus à travers l'histoire du libéralisme des 2 derniers siècles, mais dans son contexte immédiat, il est très évident que cette théorie de la main invisible, entendue comme disqualification de la possibilité même d'un souverain économique, eh bien, c'est la récusation de cet état de police dont je vous parlais la dernière fois, dont je parlais l'an dernier. L'état de police, ou encore l'État, gouverné par la raison d'État, avec sa politique mercantiliste, etc. Bon, tout ça, c'était bien depuis le XVIIe siècle l'effort fait de façon parfaitement explicite pour constituer un souverain qui ne serait plus souverain de droit ou en fonction d'un droit, mais qui serait également un souverain susceptible d'administrer bien sûr les sujets sur lesquels il exerce sa souveraineté, mais également les processus économiques qui peuvent se dérouler entre les individus, entre les groupes, entre les États, etc. L'état de police, l'État tel que veut le faire fonctionner la politique à la fois volontariste et mercantiliste des souverains, ou de certains souverains en tout cas du XVIIe et du XVIIIe siècle, comme le souverain français, c'est bien. Alors, tout cela repose bien sur le postulat qu'il doit y avoir un souverain économique. L'économie politique ne constitue pas simplement une réfutation des doctrines ou des pratiques mercantilistes. L'économie politique d'Adam Smith ne montre pas simplement combien le mercantilisme était constitué une erreur technique ou une erreur théorique. L'économie politique d'Adam Smith, le libéralisme économique, constitue une disqualification de ce projet politique d'ensemble et, plus radicalement encore, une disqualification d'une raison politique qui serait indexée à l'État et à sa souveraineté. Il est d'ailleurs intéressant de voir que à quoi plus précisément encore s'oppose la théorie de la main invisible. S'oppose très exactement à ce que disaient, presque à la même époque, ou en tout cas ce que venaient de dire quelques années auparavant, les physiocrates. Parce que la position des physiocrates est à ce point de vue-là très intéressante et très paradoxale. Les physiocrates en France ont fait précisément sur le marché et les mécanismes du marché ces analyses dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, et qui prouvaient qu'il ne fallait absolument pas que le gouvernement, que l'État, que le souverain intervienne sur la mécanique des intérêts qui faisait que les marchandises allaient là où elles trouvaient le plus facilement des acheteurs et au meilleur prix. La physiocratie était donc une critique sévère de toute cette réglementation administrative par laquelle s'exerçait le pouvoir du souverain sur l'économie. Mais les physiocrates ajoutaient aussitôt ceci: il faut laisser libres les agents économiques. Mais, premièrement, il faut considérer que le territoire tout entier d'un pays, c'est au fond la propriété du souverain. Ou en tout cas que le souverain est copropriétaire de toutes les terres du pays et par conséquent coproducteur, ce qui leur permettait de justifier l'impôt. Donc le souverain va se trouver dans la conception physiocratique adéquat en quelque sorte, en principe et en droit, et en fait d'ailleurs adéquat à toute la production et à toute l'activité économique d'un pays à titre de copropriétaire des terres et coproducteur du produit. Deuxièmement, l'existence, disent les physiocrates, l'existence d'un tableau économique qui permet de suivre très exactement le circuit de la production et de la constitution de la rente donne au souverain la possibilité de connaître exactement tout ce qui se passe à l'intérieur de son pays et de pouvoir par conséquent contrôler les processus économiques, c'est-à-dire que le tableau économique va donner au souverain, va offrir au souverain un principe d'analyse et comme un principe de transparence par rapport à la totalité du processus économique. De sorte que si le laisse libre les agents économiques, c'est parce qu'il sait, et il sait grâce au tableau économique, à la fois ce qui se passe et comment
il faut que ça se passe. Donc, il pourra, au nom de ce savoir total, accepter librement et rationnellement, ou plutôt, il devra bien accepter par la nécessité même de la raison, du savoir et de la vérité, le principe de la liberté des agents économiques. De sorte que, entre la conscience du souverain, plutôt le savoir du souverain, et la liberté des individus, il va y avoir une seconde adéquation. Enfin, troisièmement, un bon gouvernement, celui justement d'un souverain qui connaît exactement tout ce qui se passe quant au processus économique et grâce au tableau économique. Eh bien, un bon gouvernement devra expliquer aux différents agents économiques, aux différents sujets, comment ça se passe, pourquoi ça se passe, et ce qu'ils doivent faire pour maximiser leurs profits. Il devra y avoir un savoir économique qui sera répandu le plus largement possible et aussi uniformément que possible parmi tous les sujets. Et ce savoir économique, dont le principe se trouve toujours dans le tableau économique dressé par les physiocrates, ce savoir économique, il sera commun au sujet bien éduqué économiquement et au souverain qui saura reconnaître les lois fondamentales de l'économie, de sorte qu'il y aura au niveau du savoir, au niveau de la conscience de vérité, une troisième adéquation entre le souverain et les processus, ou du moins les agents économiques. De sorte que chez les physiocrates, vous voyez que le principe du laisser-faire, le principe de la liberté nécessaire des agents économiques se trouve pouvoir coïncider avec l'existence d'un souverain, et l'existence d'un souverain d'autant plus despotique, d'autant moins tenu par des traditions, des habitudes, des règles, des lois fondamentales, que sa seule loi sera celle d'une évidence, celle d'un savoir bien dressé et bien construit, qu'il partagera avec les agents économiques. C'est là, et là seulement, que l'on a en effet l'idée d'une transparence de l'économique et du politique l'un par rapport à l'autre. C'est là, et là seulement, que l'on peut trouver l'idée qu'il faut laisser aux agents économiques leur liberté et que l'on aura une souveraineté politique qui parcourra d'un regard et en quelque sorte dans la lumière uniforme de l'évidence la totalité du processus économique. La main invisible d'Adam Smith, c'est tout le contraire. C'est la critique de cette idée paradoxale d'une liberté économique totale et d'un despotisme absolu qu'avaient essayé de soutenir les physiocrates dans la théorie de l'évidence économique. La main invisible, elle pose au contraire en principe que cela n'est pas possible, qu'il ne peut pas y avoir de souverain au sens physiocratique du terme, qu'il ne peut pas y avoir de despotisme au sens physiocratique du terme, parce qu'il ne peut pas y avoir d'évidence économique. De sorte que vous le voyez. Dès le départ, en tout cas si on appelle départ de l'économie politique la théorie d'Adam Smith et la théorie libérale, vous voyez que la science économique ne s'est jamais présentée comme devant être la ligne de conduite, la programmation complète de ce que pourrait être la rationalité gouvernementale. L'économie politique est bien une science, c'est bien un type de savoir, c'est bien un mode de connaissance dont il faudra que ceux qui gouvernent tiennent compte, mais la science économique ne peut pas être la science du gouvernement, et le gouvernement ne peut pas avoir pour principe, loi, règle de conduite ou rationalité interne, l'économie. L'économie est une science marginale, c'est une science latérale par rapport à l'art de gouverner. On doit gouverner avec l'économie, on doit gouverner à côté des économistes, on doit gouverner en écoutant les économistes, mais il ne faut pas, il n'est pas question, et il n'est pas possible que l'économie, ça soit la rationalité gouvernementale elle-même. Bon, bien, je crois que c'est comme ça qu'on peut, semble-t-il, commenter la théorie de la main invisible par rapport au problème de la rationalité gouvernementale ou de l'art de gouverner. Alors, il se pose un problème de quoi va s'occuper le gouvernement et quel va être son objet, si tant est que ce n'est pas le processus économique et la totalité du processus économique qui constituent de plein droit son objet. Alors ça, c'est, je crois, la théorie de la société civile dont j'essaierai de vous parler la prochaine fois.
Oui. Oui. J'ai fini mon travail, mais je vous avais vu il y a quelques temps, qui est déjà assez ancien, c'est que vous jetez un œil dessus. Moi, je sais que vous êtes particulièrement occupé. Bon, particulièrement, enfin, Je peux vous téléphoner oui, téléphonez-moi. Oui. Vous venez toujours à la nationale, non? Bah non, parce que... Bon, alors téléphonez-moi. Oui. Vers cette oui. C'est pas ça, le dernier cours a lieu le prochain.